Salut à tous, bonne année. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Robisnake, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première critique de cette année, que là je tourne ce matin pendant que je suis pas en cours parce que c'est un peu compliqué d'y aller en ce moment, et que j'irai monter cet après-midi. Et pour cette première critique de l'année, je vais essayer de revenir sur un film qui est sorti en janvier 2025, donc il y a pile un an, mais qui est passé totalement inaperçu, dont aucun américain, alors que c'est un film américain, en ont parlé, et aucun français n'en a parlé. Il y avait vraiment eu, je crois, zéro review, zéro critique, donc je décide d'être le premier français à en parler, pour essayer de faire un petit peu de vue sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, ça ferait super plaisir. Je crois qu'on est 60 un peu plus sur la chaîne, ça serait vraiment plaisir qu'on arrive à, imaginons 100 avant la fin de l'année, ça serait vraiment cool. Et je suis obligé de le dire, mais n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Le lien Tipeee est dans la description de la chaîne, parce que c'est comme ça que vivent beaucoup de youtubeurs, et c'est même 1€, c'est à partir de 1€, ça aidera beaucoup la chaîne. Et donc, pour cette première critique de l'année, j'ai choisi de revenir sur The Killer's Game de Gigi Perry sur Amazon Prime Video, qui est un film qui est passé totalement inaperçu hors des radars, alors que le premier film du réalisateur avait fait beaucoup parler à l'époque. Et donc là, il est revenu, encore une fois pour un film de plateforme, parce que son premier film à Gigi Perry, c'était Day Shift avec Jamie Foxx et Snoop Dogg sur Netflix, que j'avais trouvé très divertissant et franchement très correct. Et là, il revient avec un film un peu plus cascadeur, vu que Gigi Perry est un ancien cascadeur. Et donc, ce film est réalisé par Gigi Perry, qui est un ancien cascadeur, et qui, maintenant, il va suivre la mode de faire des films, ce qu'on appelle des films de cascadeurs, c'est-à-dire d'anciens cascadeurs sur des films qui veulent passer derrière la caméra, au même titre que David Leitch, Scott Vogt, ou pour un des récents aussi, Sam Hargrave. Et donc, Day Shift faisait pas tant film de cascadeurs que ça, c'est vraiment un film plus grand public, hein. Souvenez-vous, Snoop Dogg et Jamie Foxx qui chassent des vampires, et moi j'avais trouvé que le délire c'était très bien, c'est sur Netflix si vous voulez le voir. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut faire mieux? Eh bien oui, parce que Gigi Perry a fait mieux avec The Killer's Game, disponible sur Amazon Prime Video, on va en parler. Donc, The Killer's Game nous présente le personnage de Joe Floyd, interprété par Dave Bautista, qui est un tueur à gages professionnel, mais qui, suite à sa rencontre avec une fille, une danseuse de ballet, dont il tombe amoureux, et le fait qu'il apprend qu'il ait une maladie rare et incurable, décide d'arrêter le métier, mais avant d'entamer une dernière chasse contre lui-même, en mettant un contrat sur sa tête pour que tous les assassins du coin essaie de le buter et qu'on croit que c'est un suicide. Malheureusement, il y a eu un malentendu dans les résultats médicaux. En fait, il n'est pas malade et du coup, il va devoir survivre à une armée de tueurs qui veulent tous le buter tout en essayant de se réconcilier avec sa chérie. Résumé simple, mais effectivement, le film est un concentré d'action, d'humour et de punch. J'ai passé un très très bon moment devant The Killer's Game. Et les notes pourries que le peu de gens lui ont attribuées, parce qu'il y a peu de gens qui l'ont vu, je comprends pas. Alors, en fait, pourquoi je porte une veste bleue? C'est parce que dans le film, t'as un des persos qui porte une veste bleue, c'est juste pour ça. Mais voilà, je trouve que le film, en termes de... Alors, en termes de scénario, déjà, c'est assez bien écrit. C'est écrit par deux mecs, j'ai plus leur nom, mais... Le scénario est assez bien écrit, c'est écrit par deux mecs dont j'ai plus le nom, mais ils ont fait plutôt du bon travail, sachant que c'est adapté d'un bouquin. Le bouquin s'appelle Jeu de massacre, si vous voulez le lire. Moi, je vais me l'acheter, et à ce qui paraît, il y a énormément de divergences entre le livre et le film. C'est très différent, mais je pense que je lirai le livre quand même. Mais voilà, le scénario il est assez bien écrit, on va d'un point A à un point B, mais c'est pas forcément linéaire, on passe par plein de lieux, plein de personnages, plein d'endroits, c'est un film choral, donc film choral avec énormément de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de caractérisation de chaque personnage, et moi je vous dis j'ai adoré le délire de justement faire une course contre la montre entre cet assassin qui a une erreur médicale et du coup qui veut sauver sa peau, mais en même temps qui a mis un contrat sur lui-même, du coup t'as tous les tueurs qui sont tous de nationalités différentes, qui essaient de le buter, voilà, précisons-le, le scénario, il te livre une panoplie de personnages plus incroyables et loufoques les uns que les autres. On n'est pas sur des tueurs classiques, on est à un moment où ils le disent des bouffons sortis d'une BD, on est vraiment sur un film, par rapport à sa mise en scène et son montage, on est sur un film pop, on est sur un film comics, t'as l'impression de lire une bande dessinée, t'as l'impression de lire un comics, et franchement c'est pas désagréable. Ça va par exemple être accentué par des split screens, mais les barres qui séparent les split screens, vous savez, les écrans partagés, elles vont être un petit peu comme des cases de BD, la colorimétrie est très travaillée aussi, il y a littéralement une couleur par scène, je vous le cache pas, on n'est pas une couleur par plan non plus, mais on a une couleur par scène. On va avoir des couleurs très néon, donc c'est-à-dire très rouge vif, bleu fluo, du vert parfois, du blanc, du gris. Parfois ça va être plus classique avec des ombres, des lumières vraiment comme on a l'habitude d'en voir dans les films plus classiques, mais ça fait vraiment film pop, film de BD, t'as un énorme travail sur tout ce qu'est les architectures, vu que le film se passe en partie à Budapest en Hongrie, mais quand tu passes dans d'autres lieux, comme par exemple un karaoké en Corée, une boîte de striptease ou encore un pub écossais, tous les décors sont vraiment travaillés. Mais
effectivement tu te concentres plus sur les personnages que sur les décors. C'est-à-dire que même si tu as des beaux décors travaillés, tu ne vas pas forcément les explorer, tu ne vas pas forcément explorer l'environnement. Ce qui compte, c'est les personnages, ce sont les tueurs, ceux qui sont là, qui font l'action, qui sont dans l'action. Et franchement, la mise en scène de Gigi Perry, elle est parfaite. T'as littéralement quasiment, on disait il y a une couleur par scène, bah là t'as littéralement une idée par plan. Tu vas avoir des snoricams, c'est-à-dire accrochés au personnage, tu vas avoir des plans sur drone, par exemple t'as une moto à un moment qui s'arrête et qui se retourne, et ben la caméra sur drone va faire en sorte que ça suit le mouvement de la moto. Tu vas avoir des gros plans sur les armes, le film est d'ailleurs hyper sanglant, voilà. Alors c'est du sang en 3D, t'as pas de vraie gerbe de sang, et le sang en 3D se remarque un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est fun, c'est grand guignolesque, c'est pour le délire. Tout ce qui va être la scène où justement sa copine danseuse, elle danse en danse contemporaine au début, va y avoir un très fort contraste entre les ombres et la lumière, éclairé par des néons. Tu pourras avoir l'impression que c'est vraiment un film spectacle. Non, voilà, tu vas avoir des gros plans et en même temps des plans plus larges. En plus, le film est filmé en format 2.0. Et vous le savez, le format 2.0, c'est le format des films de Tim Burton, et c'est le format des séries comme Bridgerton, c'est-à-dire avec de très légères bandes en dessous et au-dessus. C'est pas du scope, mais c'est un peu plus élargi, mais avec des très légères bandes. Donc quand tu as une grande télé ou un grand PC, ça te prend toute la place, c'est vraiment génial. Je crois savoir que justement tu as un petit grain à l'image, et ce petit grain à l'image, surtout quand tu as des couleurs très vives, très chaudes, ou même très froides, il y a vraiment des contrastes, n'est pas désagréable. Le film est très beau à regarder. En termes de montage aussi, c'est un truc de dingue, et t'as des moments où les mouvements vont suivre les mouvements. Par exemple, on va faire une scène où on enchaîne, où entre par exemple, il étrangle un mec avec une chaîne, et sur le plan d'après, il met un collier à sa copine. Ou encore, justement, il prend un mec qui retourne sur une table, et le plan d'après, il est en train de retourner sa copine dans le lit. Vous voyez, enfin, les idées de plan et de montage sont géniales. C'est sanglant. Ils utilisent en plus différentes armes. Tu vas avoir des pistolets, des snipers, des voitures, mais tu vas aussi avoir des épées, des poignards. C'est vraiment une panoplie d'armes, tu crois, dans un John Wick. Les costumes sont sympas, mention spéciale au personnage de Terry Crews qui joue un personnage qui s'appelle Lovedahl, qui est une espèce de dandy avec un manteau en cuir rouge, qui est un sniper un peu déjanté, qui adore la vieille musique. Mais vraiment, le film est visuellement, il est parfait. C'est une maîtrise de réalisation de bout en bout, j'ai vraiment adoré le voir. Et si on passe au casting, eh ben on a notre personnage principal interprété par Dave Bautista, notre Drax des Gardiens de la Galaxie, qui depuis qu'il est plus dans les Gardiens va s'offrir des rôles un peu plus artistiques. On l'avait déjà pu le voir dans Army of the Dead de Zack Snyder que j'aimais beaucoup, et du coup là on le voit dans The Killer's Game, et je crois qu'il a fait pas mal de trucs vu qu'il va sortir deux autres films sur Prime Video mais qui n'ont pas l'air géniaux, mais je les verrai quand même. Et si je me trompe pas, il a fait In the Lost Land, qui est le pire film de Paul W.S. Anderson, qui était une merde sans nom, mais au moins tu vois qu'il s'amusait un peu dedans, donc c'était marrant. Mais voilà, il veut aller vers des rôles plus indépendants, plus arty, et pas forcément des rôles de blockbuster. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'en plus je crois que The Killer's Game a pas coûté, enfin il a coûté moins de 100 millions, il a pas coûté très cher à faire, c'est pas un blockbuster non plus. Euh, mais voilà, je trouve qu'il joue très très bien le tueur qui est en quête de rédemption, qui cherche l'amour, le mec qui était justement très solitaire, très dans sa bulle et qui veut changer de vie. Et en plus, il est physique, hein, Dave Bautista. Je pensais qu'il avait maigri, mais je crois qu'il a justement beaucoup maigri après avoir fait le film. Parce que là, il est encore bien mastoc, bien marqué comme il faut. Il a des cicatrices sur ses tatouages qui ressortent, c'est magnifique, tu vois, torse nu et tout. Je dirais aussi que Sofia Boutella, donc notre française, Cocorico, qui joue sa copine, la danseuse. Alors, Sofia Boutella étant une danseuse de formation, elle n'est pas actrice à la base, donc elle a un mouvement de danse parfait. Tu vois aussi qu'elle est musclée, qu'elle est baraque, et puis elle joue très très bien, rien à dire dessus. Mention spéciale au personnage de Terry Crews, qui est connu pour... Je l'ai adoré dans ce film. Donc il joue Lovedahl, qui est une espèce de sniper dandy, fan de vinyle et de musique, qui est excellent, je l'ai vraiment adoré. Tous les tueurs sont géniaux. Mais je dirais qu'il y a quand même plus de travail et on s'intéresse plus au personnage de Lovedahl, donc le sniper de Terry Crews, que les autres. Les autres passent un petit peu à la chaîne comme de la chair à canon. C'est un peu le même principe que le premier Suicide Squad, même Suicide Squad 2, c'est-à-dire qu'on présente une panoplie de personnages qui ont tous l'air intéressants, puis au final ils sont là 2-3 minutes. C'est pas grave en soi, c'est juste que du coup t'as pas le temps de t'attarder, de t'attacher sur chacun des tueurs. T'as le Goyang Gang, ils appellent le barbecue coréen, parce que c'est un gang de gangsters coréens qui utilisent chacun des armes différentes. T'en as un qui a un katana, t'en as un, il se bat avec ses chaussures, t'en as un autre, t'en as une autre, elle a justement des espèces de lames en forme de yin et yang, c'est extraordinaire. En plus ils sont vraiment tous un peu clichés, c'est-à-dire que les Coréens sont habillés en mode jogging, survêt, avec des lunettes de soleil, et les filles sont en mode lollipop, filles de K-pop, ou encore les tueurs
écossais, les Mackenzie, dont il y en a un qui est joué par Scott Atkins qui est cascadeur aussi. Ils sont justement en mode gros buffle, vraiment un peu des pecnos avec le gilet, la chemise, enfin c'est... Vraiment, il faut voir le film pour se dire que visuellement, dans les costumes, dans les accessoires, il y a un travail et te dire que chacune des nationalités apporte quelque chose. Voilà. J'aime beaucoup aussi avoir vu Ben Kingsley. Donc Ben Kingsley, vous savez, l'acteur indien qui a énormément réussi à Hollywood, qui jouait, pour ceux qui ne voient pas, c'était celui qui jouait George Méliès dans Hugo Cabret de Scorsese, et aussi le faux mandarin dans Iron Man 3 et dans Shang-Chi, je crois. Et voilà, il fait du coup le patron de Joe, c'est-à-dire une espèce de père spirituel, mais celui qui lui met les contrats. Et donc il porte une veste bleue dans le film, c'est pour ça que j'ai mis la veste bleue. Il joue une espèce de justement mentor un petit peu guide touchant. J'ai beaucoup aimé son jeu, j'ai beaucoup aimé son personnage qui était vraiment très touchant. J'aime beaucoup ce personnage de sa femme, Sharon, qui fait des massages totalement délirantes. Et par contre, le film a des sous-entendus de cul. T'as pas forcément du cul en pleine face, mais t'as des sous-entendus sexuels et des vannes sexuelles. Ah, ça y va, hein. Il s'en donne à cœur joie. En plus, je l'ai vu en VF et la VF rend très très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce délire. En fait, le film est libre. Le film est clairement très libre dans ce qu'il montre, dans ce qu'il raconte. Moi, j'ai adoré, j'ai aucun problème avec ça. On a aussi, bien sûr, une autre française, Pomme Clémentief, donc hashtag Mantis dans les Gardiens de la Galaxie, donc elle connaissait déjà Dave Bautista, et Pomme Clémentief, donc qui fait sa VF mais qui parle en anglais sur les tournages dans le film. On la voit pas beaucoup, c'est le seul truc que je dirais, c'est qu'on la voit pas énormément, elle est pas trop exploitée, mais quand elle est là, elle est présente, elle a un charisme, elle a une présence, on a à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnages intéressants? Je crois qu'on les a un peu tous dit. Ici, il y a le personnage du garde du corps de Pomme Clémentief, mais il n'est pas forcément marquant, quoi. Alors, c'est un acteur que j'ai déjà vu parce qu'il a une gueule assez particulière. J'ai pas son nom, je vous le mets là si je le retrouve. Mais voilà, il n'est pas marquant, mais au moins il est là, il est présent. Puis encore une fois, je crois que c'est un cascadeur parce que c'est un mec très musclé, très physique. Mais voilà, enfin, tous les personnages sont globalement intéressants et fun à regarder. Et par contre, ce qui est génial, c'est la présentation des personnages. Parce qu'en fait, chaque personnage est présenté avec une police d'écriture différente, avec un style de présentation différent. Par exemple, Antoinette, donc le personnage de Pomme Clémentief, qui s'appelle Antoinette, qui est française, elle est présentée sur la musique Sale Plan pour moi de Plastique Bertrand, et il y a marqué Antoinette en grosse flaque de sang. Quand il présente le personnage de Max, son garde du corps, c'est parce qu'il est en train de s'allumer un cigare avec une main coupée qui tient un cigare avec tatoué Max dessus. Vous voyez, chaque personnage est présenté avec une écriture différente, qui peut être de la boue, du sang, enfin ça peut être des tripes, n'importe quoi, et sur une musique un peu particulière. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Botas, donc qui est un tueur espagnol qui utilise un mélange de capoeira et de salsa pour se battre. Ça rendait super bien, j'ai adoré. Toute la partie à la fin dans le château, elle est géniale, elle est bien gérée avec tout ce qui va être la destruction de justement, il veut les attirer dans cette planque, cette espèce de château en Hongrie, mais en fait il commence à détruire la planque pièce par pièce, un peu comme ils font dans What House Done de Roland Emmerich. Vous savez, ils ont détruit la Maison Blanche, le symbole pièce par pièce, là c'est pareil, on détruit le château pièce par pièce. Et en plus dans le château tout sert, t'as les épées médiévales, les armures, t'as un moment t'as des animaux comme des buffles ou des cerfs qui sont accrochés, enfin des têtes de buffles ou de cerfs qui sont accrochés au mur, et du coup des cornes vont servir pour transpercer des choses. Enfin, le film est vraiment très très bien géré à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Et puis il y a toujours des petits gimmicks drôles, dire un boyau qui explose, une réplique qui passe bien, voilà. Je dirais juste que la dernière partie de fin dans l'église avec le prêtre, qui est un prêtre complètement délirant, j'ai jamais vu un prêtre jouer comme ça m'a beaucoup fait rire, mais la dernière partie d'action, on va dire le climax dans l'église, je l'ai pas trouvé top. Voilà, jusqu'au château en gris ça va, puis après quand ils vont dans l'église, je trouvais ça un peu longuet, pas trop d'originalité de mise en scène. Donc voilà, c'est vraiment cette dernière partie que j'ai vraiment le moins aimé. Mais sinon, le film était pop, le film était sanglant, le film était drôle, le film a une très 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 bonne bande musicale. Voyez-le sur un grand écran avec un bon son. Donc voilà, pour ce qui était mon avis de The Killer's Game, j'ai hâte de voir ce que va faire le réalisateur J.J. Perry après. Et je suis déçu de voir que les Américains n'ont pas trop aimé et que les Français qui l'ont vu, les rares Français qui l'ont vu, l'ont détesté. Parce que pour moi, c'est un bon délire d'action, d'humour, c'est un bon délire sanglant. C'est aussi un beau discours sur l'amour, la parentalité, sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour devenir une meilleure personne, sur la rédemption, sur le monde va mal, mais c'est à nous de le changer aussi. Donc voilà. Je vous conseille chaleureusement The Killer's Game de DJ Perry sur Amazon Prime Video. Je pense que le temps d'un... Ça dure 1h35, hein. C'est court. Je pense que le temps d'un soir, ça devrait vous occuper. Donc voilà, grand écran, belle lumière, bon son, et allez-y sans crainte. Sur ce, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, une très bonne année, bien de choses. D'autres vidéos arrivent très bientôt sur la chaîne.
Des bisous.